Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la watchlist de Spoilers, notre podcast dédié à nos visionnages récents de séries TV des genres de l'imaginaire. Ici c'est HP et je reviens en compagnie de Briac sur la série d'animation Paranoia Agent de Satoshi Kon qui fête ses 20 ans cette année. Voilà, on va pas trop le mettre parce que là j'ai déjà envie de mettre des guêtres et des costumes complètement déjantés afin de danser un petit peu sur cette musique complètement diablée qui nous vient du Japon, si je ne dis pas de bêtises, Briac. Tout à fait, vous venez d'entendre le morceau galvanisant de Suzumu Hirasawa qui rythme le générique de Paranoia Agent. Un générique assez troublant puisqu'on voit les personnages principaux rire sur des fonds assez étranges, notamment par le moment on va voir une bombe nucléaire. Je vais vous expliquer après pourquoi ça peut être important. Alors, Paranoia Agent, c'est donc une série d'animation japonaise diffusée en 2004 sur la chaîne WOWOW. J'aime beaucoup le nom de cette chaîne. Okay. Et avant tout, il faut parler un peu de son créateur, tant la série s'inscrit en fait dans son œuvre. Et ce créateur, c'est Satoshi Kon. Satoshi Kon, il a d'abord été mangaka. Il a été remarqué assez rapidement par Katsuhiro Otomo, le créateur d'Akira. Et Otomo l'a recruté et est devenu son assistant. Il a travaillé du coup sur le scénario d'un de ses films qui s'appelle World Apartment Horror et aussi sur un segment d'un film qui s'appelle Memories qui est fait un assemblage de 3 histoires d'Otomo, qui est un excellent film si vous avez l'occasion de le voir. Et ensuite, il a également travaillé pour Mamoru Oshii, le créateur donc des 2 premiers Ghost in the Shell. Donc Oshii et Otomo, 2 piliers d'animation japonaise, donc sacrée carrière déjà. Avant de enfin réaliser son premier long métrage, Perfect Blue, qui raconte l'histoire d'une idol. Donc les idols, c'est ces stars de J-pop, qui est harcelée par un stalker et qui va peu à peu perdre pied dans la réalité. Et malgré un budget très modeste, puisque c'était destiné à la base à la télévision, Kon impose un style visuel qui est vraiment très maîtrisé, une mise en scène au cordeau et un flow d'images marquantes. Darren Aronofsky notamment l'a repéré puisqu'il a repris tel quel certaines images dans son film Requiem for a Dream et que donc ça vous pouvez même le voir taper sur Google Perfect Blue Requiem for a Dream, c'est les mêmes plans, c'est vraiment les mêmes cadrages. Et le film Black Swan d'Aronofsky d'ailleurs évoque beaucoup l'histoire de Perfect Blue, mais il faut savoir qu'il avait acquis les droits de Perfect Blue, donc il a jamais vraiment fait de remake, mais il avait les droits sur le film. Il enchaîne ensuite avec un film qui s'appelle Millennium Actress, qui est pour beaucoup son chef-d'œuvre. Donc Millennium Actress, ça raconte l'histoire de 2 documentaristes qui vont voir une ancienne star du cinéma japonaise qui vit recluse. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle raconte sa vie va se mélanger avec les films dans lesquels il a joué. Et c'est un très 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 beau film. Enfin moi en tout cas, c'est un de mes films préférés de ce début de siècle. Et vraiment un choc en termes de montage et de mise en scène. Encore une fois, ça on vous le conseille. Et c'est sa première collaboration avec Suzumu Hirasawa, donc le compositeur que vous avez entendu tout de suite. Finalement, il fait Tokyo Godfather ensuite avec le scénariste Keiko Nobumoto, qui avait travaillé sur Cowboy Bebop et Samurai Champloo de Shinichiro Watanabe, donc 2 grands classiques des séries d'animation japonaises. C'est sans doute son film le plus classique, mais aussi son plus émouvant, qui suit en fait 3 sans-abri qui découvrent la veille de Noël un nouveau-né. Et enfin, son dernier film, l'incroyable Paprika, sorti en 2006, qui est la source d'inspiration évidente de Inception, puisqu'il raconte également l'histoire d'une machine pour rentrer dans les rêves des gens, en tout cas partager des rêves. Et c'est très clair, même au niveau visuel, que certaines idées ont été reprises par Nolan. Ça, voilà, encore un véritable chef-d'œuvre. Et malheureusement, c'est son dernier film car il est décédé d'un cancer foudroyant en 2010, alors qu'il était en pleine préparation d'un dernier film qui reste donc inachevé. Alors Perfect Blue, son premier, Paprika, et la série qui nous intéresse aujourd'hui, donc Paranoia Agent, forment une sorte de triptyque consacré au Japon moderne, dont Paranoia Agent serait un peu le pilier central. On retrouve de ses œuvres précédentes son goût pour les transitions spatiales et temporelles qui vont désorienter le spectateur et qui vont accompagner le passage d'un niveau de réalité à un autre. Et cette utilisation de la grammaire cinématographique pour transcrire des réalités multiples et en fait simultanées, Kon disait que ça venait du film Abattoir 5 de George Roy Hill, qui est basé sur un roman de SF assez séminal de Kurt Vonnegut, qui avait déjà inspiré le personnage de Desmond Hume dans Lost. Pour Kon, les films fonctionnent comme des rêves, et la réciproque est vraie, donc ces films sont toujours un peu oniriques, parlent d'illusions, de transformation, de bascule dans d'autres niveaux de réalité, mais également toujours un peu de cinéma. Et si Paranoia Agent est une œuvre qui tient debout toute seule, qui vaut vraiment le coup d'être vue même juste comme ça, elle est aussi une super porte d'entrée vers l'œuvre de son créateur, et j'espère qu'elle vous donnera envie d'en savoir plus. Alors, Paranoia Agent, de quoi ça parle ? Alors ça commence avec l'histoire de Tsukiko Sagi, une jeune femme qui vient de connaître un succès phénoménal après avoir créé le design d'un personnage qui s'appelle Maromi, qui est une sorte de Hello Kitty, une espèce de petite peluche rose. Mais Tsukiko est sous pression car elle ne parvient pas à répliquer son succès. Et un soir dans la rue, alors qu'elle est sur le point de craquer, elle est agressée par un jeune garçon étrange, un garçon qui se déplace sur des rollers dorés, on peut pas voir son visage, et il assomme Tsukiko à l'aide d'une batte de baseball tordue. C'est le garçon à la batte, le shonen bat en VO. Et si la police croit d'abord que Tsukiko l'a inventé, qu'il sort de son imagination, d'autres agressions vont bientôt prouver qu'il est bien réel. Et les premiers épisodes de la série vont ainsi nous montrer des personnages dans un passage
particulièrement intenses de leur existence, sur le point d'éclater, qui dans le moment où la pression se fait le plus intense seront agressés par le shonen bat. Conséquence étonnante, c'est que les victimes ressentent ensuite un profond sentiment d'apaisement après cette agression. Et l'intrigue commence ainsi sur ce mystère avant de s'aventurer de plus en plus dans le fantastique. C'est une série qui est clairement ancrée culturellement dans son pays d'origine et qui parle des problèmes sociétaux qui affectent le Japon du XXIe siècle. On a d'ailleurs, je vous l'ai dit, cette image très forte de l'explosion nucléaire dans le générique. Comme un fantôme des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est comme si ces détonations étaient à l'origine d'un mal qui continue à se faire sentir, à se propager encore aujourd'hui au Japon. Néanmoins, les thèmes de la série restent universels et même pour nous, petits Français, on s'identifie parfaitement en tout cas aux souffrances de ces héros. Alors comme pour Perfect Blue, l'intérêt de la série est plus dans ses visions et dans la maîtrise du découpage que dans l'animation qui est assez sommaire, mais ça c'est parce que ça arrive souvent avec les budgets de l'animation télévisuelle au Japon. La série est en fait constituée d'idées que Kon n'avait pas pu caser dans ses longs métrages précédents et il a trouvé enfin un endroit pour s'exprimer et il disait en fait ce qu'il aimait bien c'était ne pas passer 3 ans à préparer un film, là il pouvait tout de suite mettre ses idées dans les épisodes. Donc ça a un peu renouvelé son imagination et son plan c'était de faire en fait de nouveau une série après 3 autres films, comme ça il pourrait réutiliser de nouveau ses idées qu'il avait laissées de côté. Malheureusement, comme je l'ai dit, il est décédé avant. Et c'est une série qui nécessite plusieurs visionnages pour en prendre la mesure de sa complexité et de sa richesse, même si on se heurte toujours au mystère inaugural du shonen bat. Alors souvent quand on parle de Kon, on parle de son traitement visuel, mais il faut savoir aussi que c'est un très bon narrateur. Et la série a une structure narrative que je trouve assez impressionnante, puisqu'elle parvient à se concentrer sur un nouveau personnage, souvent qu'on a aperçu en fond dans l'épisode précédent, tout en avançant l'intrigue, alors que les épisodes font seulement 25 minutes. Donc c'est quand même assez impressionnant. La série est très variée dans ses sujets, on va parler de burn-out, on va parler d'inceste, de suicide, et d'autres perspectives assez réjouissantes, mais elle réussit quand même à rester assez drôle à chaque fois. Et ces changements de sujets sont accompagnés de variations tonales et de genre, qui vont d'ailleurs rappeler un peu Twin Peaks, que je ne casse pas à chaque épisode juste pour me faire plaisir, mais Si. Pour ça, mais Personne aussi n'est parce dupe. que il y a carrément une scène qui est vraiment un hommage à Twin Peaks, et il y a un personnage aussi qui fonctionne comme un personnage de Twin Peaks, c'est vraiment une référence explicite de la série. Mais ce travail sur l'épisode et les variations rappellent vraiment les séries dont je parlais tout à l'heure, Cowboy Bebop et Samurai Champloo, et comme on sait qu'il a travaillé avec son scénariste, je pense que ce n'est pas un hasard. La formule donc, de cette série ne semble jamais mécanique et monte jusqu'à une conclusion épique, avec notamment une scène où un des personnages principaux met fin à une illusion dont il était prisonnier et reprend le contrôle sur la réalité. Rien que de vous en parler, j'ai des frissons. C'est vraiment une scène fantastique. Et c'est d'ailleurs ce à quoi nous enjoint la série, c'est-à-dire affronter nos problèmes, nos psychoses, nos manquements, détruire toute illusion de nostalgie ou la tentation de rejeter ses erreurs sur des agents extérieurs et comprendre que parfois c'est les mensonges qu'on se dit à soi-même qui sont responsables de nos malheurs. Voilà, et c'est disponible très facilement en DVD ou en Blu-ray, avec des bonnes versions françaises. Mais tu conseilles les versions. Ah oui, bien Ouais, sûr. bien Non, sûr. quand je dis version française, je voulais dire plutôt les éditions françaises sont de qualité. Le doublage français, je ne saurais pas vous dire. Est-ce que tu penses que c'est une série qui est, abordable quand on a justement pas du tout quand on connaît pas du tout cet univers-là? Parce que c'est pas, moi j'ai pas vu la série, mais j'ai vu le générique notamment, et c'est les codes de l'animation japonaise. Est-ce que tu le conseillerais ou est-ce que tu conseilles, en gros, je vais au bout de ma question, est-ce que tu conseillerais de commencer par du film, par exemple, qui est peut-être plus condensé et plus abordable, ou direct la série? Ouais, avec Satoshi Kon. Alors je sais pas, parce qu'en fait lui, ce qui est particulier, ce qu'il expliquait, c'est qu'il était plus inspiré par le cinéma occidental que le cinéma japonais. Donc c'était ses références, c'est vraiment plus. Ce qui est le cas de beaucoup au final, de réalisateurs. Tout à fait, mais du coup son style finalement évoque plus certains films justement dans le style de David Lynch ou ce genre de réalisateur que nécessairement de l'animation japonaise, on va dire plutôt plus classique. Après oui, voilà, moi je pense que Paranoia Agent c'est une bonne porte d'entrée, mais sinon par exemple on peut tout à fait commencer avec Tokyo Godfathers, comme je disais, qui est son film sûrement le plus normal, c'est celui où il y a le moins de délire, de travail sur les réalités qui changent, etc. Donc ça peut être une bonne façon de commencer un petit peu dans son univers. Mais en même temps, le délire, comme tu dis, c'est un petit peu ce qu'on cherche, je pense. C'est ça. Tu vois, alors après, voilà, le test, c'est vraiment, vous mettez Paprika. Si vous avez aimé Paprika, vous allez aimer tout ce qu'il a fait. qui est déjà, déjà, vous voyez Paprika pour votre culture, mais Ouais. voilà, donc il me confirme. Mais effectivement, si on veut creuser un peu, parce qu'on parle moins des classiques séries en fait du Japon, ou alors les trucs comme Dragon Ball, comme on disait, les classiques de chez classiques, mais il y a des trucs un peu moins connus. Donc merci à Briac. Et t'en as d'autres peut-être en tête à nous conseiller? J'en ai d'autres, mais je pense que j'en parlerai dans d'autres émissions. Il donc, en garde dans sa besace. Très bien. Bah écoute, Guillaume, tu as une réaction?
Comme je disais, du coup, je trouve ça super intéressant. Ce qui m'a marqué dans l'animation japonaise de ces dernières années et qui est, on va dire, à mi-chemin entre ce que propose Briac, qui est un peu plus confidentiel, et puis, comme tu le disais, les grands ténors que sont Dragon Ball, Naruto, Enko, c'est du coup Fullmetal Alchemist, qui a été reproduite en de deux manières différentes, une première fois et puis une deuxième fois d'une manière un peu, on va dire, director's cut, ou en tout cas un petit peu différente, un peu raccourcie. Et moi j'avais adoré du coup Fullmetal Alchemist, et je pense qu'on en parlera éventuellement la série animée. La série animée, oui, pas le film live. Moi ça m'a tiré pas mal. Moi je suis pas du tout consommateur de séries animées, déjà de base, japonaises ou pas. Fullmetal Alchemist, FMA pour les intimes, avait pour le coup ce côté pas délire dont tu parlais, tu vois, c'est pas, enfin en tout cas de l'image que j'en ai, je trouvais ça, c'était très sombre, de ce que je voyais, assez dur, parce que c'est deux frères, c'est ça l'histoire. Oui. Et ça m'a tiré un peu plus, donc déjà complètement dans notre thème dans le thème de l'émission spoilers. Et pour finir, Briac, pour revenir sur Paranoia Agent, est-ce que justement d'avoir vu, parce que Satoshi Kon, c'est ça, qui a une carrière assez courte malheureusement, comme tu nous l'as dit, mais fructueuse du peu de temps qu'il a eu, est-ce que justement tu vois des grosses disparités en fonction du médium, justement, parce qu'il a fait des classiques, donc déjà il a fait Paprika, etc. Est-ce que justement le côté série se ressent dans la narration, dans tout ça? Parce que souvent les séries télé ont cette image, juste on a plus de temps, donc c'est vrai, c'est évidemment concret, mais est-ce que tu penses que justement, est-ce que tu as vu toi d'énormes disparités entre ces films et la série, alors que l'univers reste le même, les influences restent les mêmes, et est-ce que la série change quelque chose dans certains aspects? Pas forcément, si ce n'est que d'une certaine manière, il a encore plus de liberté, parce que comme je vous disais, vraiment chaque épisode va aller dans des styles complètement différents, alors que au sein d'un même film, même si c'est quand même quelqu'un qui aime bien jouer sur les passages à différents niveaux, le temps qui est bousculé, etc., on restait quand même dans un univers un peu précis. Alors que là, dans la série, on va voir, sans vous spoiler, on a même un épisode qui est à l'intérieur d'un jeu de rôle. On va voir comment est fabriqué un animé, etc. Et ça va être la base de plusieurs univers. Voilà, c'est ça, vraiment complètement différent d'un épisode à l'autre. Donc, je dirais que oui, c'est peut-être cette liberté-là qu'il n'avait pas forcément quand il réalisait des longs métrages, là, avec ces segments de 25 minutes qui lui permettent de s'exprimer différemment. Comme je l'expliquais, c'était vraiment ça, en fait. Il avait des idées qu'il voulait utiliser, mais il savait pas comment les caser dans ses films. Et si je vais construire quelque chose autour de ça pour pouvoir enfin leur donner la place et les laisser s'exprimer correctement. Très bien. Et merci Briac. N'hésitez pas à retrouver Paranoia Agent en DVD et Blu-ray, mais aussi en streaming sur Amazon Prime Video. C'est la fin de cette watchlist, merci à toutes et à tous de votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre application de podcast préférée et à nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire si vous en avez l'envie, c'est clairement la meilleure manière de nous soutenir en 2024. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists, salut! Bonus Trax. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes. Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane la Fée, Elric de Melnibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des légendes, une émission disponible sur le flux Dommage Collatéral, un podcast du label Bonus.